Ça fait mal. À quel point ça fait mal. Voilà. T'en souffres encore? J'avais dit qu'on pleurait pas, là. J'ai déjà rempli 4 baignoires avec Ultimatum, je vais t'en remplir une 5e, là, c'est bon. Il m'a marqué au fer vif. Je te jure. Trop dur. Après, tant je dis ça, mais oh là là, ça me saoule. En fait, j'ai pas perdu que lui. En fait, j'ai perdu une relation et puis j'ai perdu un foyer aussi parce que du coup, on avait habité ensemble. Il a fallu que je retourne habiter chez ma mère et j'ai perdu sa famille. Donc c'est un deuil global en fait. J'ai l'impression qu'en fait, il a tout effacé. Je sais pas comment c'est possible de faire ça quand t'as aimé quelqu'un. Je sais pas. Tu remets ton question après, du coup, tu vois. Bonjour Romane, comment tu vas? Bonjour, écoute, ça va très bien, je suis très contente d'être là. Romane, tu as participé à l'émission Événement, la série télé-réalité événement de la plateforme Netflix qui s'appelle Ultimatum. On se marie ou c'est fini? Alors Romane, c'est quoi ta décision? Visiblement, comme j'ai pas de bague, on va dire que c'est fini du coup. C'est fini, oui, Ouais, c'est fini, arrêtez. mon Dieu, tu as participé à cette émission. Bah, avec ton chéri de l'époque, hein, C'est ça. Théo. Et malheureusement, vous êtes. De toute façon, c'est plus du tout un suspense. Mais Non. tu vas nous expliquer pourquoi, ou alors tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'on n'a pas bien compris. Vous n'êtes plus ensemble à l'issue de cette émission. Romane, est-ce que dans un premier temps, pour les personnes qui n'ont pas encore pris la peine de regarder Ultimatum sur Netflix, est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Alors, dans les grandes lignes, c'est 6 couples qui viennent tester leur compatibilité dans leur couple et essayer de gérer les situations pour répondre à une question, donc à un ultimatum qui est posé soit par une personne du couple, soit l'autre, et qui consiste à se demander si la personne va vouloir se marier ou pas. Donc tout tourne autour de l'engagement, donc ça peut prendre une forme de fiançailles, comme ça a été le cas pour Théo et moi, ou alors une forme de mariage vraiment plus avancée, un truc qui doit se faire dans les limites temporelles récentes. Qui chez vous posait l'ultimatum à l'autre? Alors dans notre cas, c'est moi qui posais l'ultimatum à Théo. Ok. Tu penses que c'est bien de poser un ultimatum à son partenaire de cœur? On va pas dire que c'est bien parce que ça met un peu le couteau sous la gorge. Après, moi, je pense que je m'en suis beaucoup servi aussi pour qu'il puisse prendre le temps de réfléchir à ce qu'on pouvait être lui et moi, ce qui m'a beaucoup délaissé les mois d'avant. Donc c'était un peu une manière de le remettre dans le droit chemin et de lui dire « Ok, maintenant tu te concentres sur nous et tu réfléchis à ce que tu veux faire, est-ce que tu veux continuer avec moi ou est-ce que tu veux qu'on se sépare ?» Dangereux de participer à une émission comme Ultimatum quand ça fait quelques mois qu'on se dit délaissé dans son couple. Je vais te poser quelques questions, j'espère que tu vas pouvoir me répondre. Mais tu viens de Marseille, c'est ça? Exact, ouais, Marseille. Tu viens d'où? C'est quoi? Comment tu te présenterais en une petite minute avant qu'on aille sur Ultimatum? J'ai grandi, j'ai eu toute ma vie à Marseille, donc j'ai aussi récupéré toute l'ambiance qu'il y a là-bas, c'est-à-dire le côté solaire, le fait d'adorer parler avec les gens, je pourrais vraiment m'entendre avec un mur. Et puis aussi la bienveillance, parce que les Marseillais, on est comme on est, mais on aime beaucoup le contact des autres et on essaye du mieux qu'on peut, en tout cas, de faire que les autres se sentent bien à notre contact. T'es une vraie Marseillaise de souche? Oui. Née à Marseille? Oui, née à Qui Marseille. vit à Marseille? Oui. Je suis née à Beauregard, à Marseille, donc ouais, toute ma vie, je l'ai vécu là-bas. C'est très beau, Beauregard d'ailleurs, comme nom. J'y suis jamais allée, mais j'adore le nom et j'adore ton prénom Romane. Merci. Voilà, je le dis en passant. Donc, tu es une vraie Marseillaise de souche. Est-ce que tu te retrouves dans le programme Les Marseillais de W9, dans les Marseillais qui sont mis en avant sur W9? Pas vraiment, non. Je retrouve certains aspects de ma personnalité, comme le fait qu'ils parlent fort, qu'ils aiment bien les problèmes, que voilà, on aime bien quand ça bouge en fait. Donc de ce côté-là, oui. Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup de... Il y a moins de laisser aller, quoi. Enfin, ils sont beaucoup dans la recherche de problèmes, tout ça, et on n'est pas forcément comme ça quand on nous connaît bien, les Marseillais. Donc, il y a certains aspects sur lesquels je me retrouve et d'autres un peu moins. Tu pourrais participer à une émission comme Les Marseillais après Ultimatum en tant que Marseillaise? Non, je pense pas. Non, je pense pas. Pour quelle raison? Tout simplement parce que je n'y verrais pas d'intérêt, moi, en tant que personne. Je verrais mal comment je pourrais me développer dans une télé-réalité comme ça. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'objectif précis pour la personne en elle-même. En fait, on fonctionne comme une équipe, donc ça c'est bien, ça permet de porter les uns les autres. Mais après, moi, en termes de personne, je ne vois pas ce que je pourrais y acquérir en fait, là-dedans. Et qu'est-ce que tu pouvais acquérir avec Ultimatum? Qu'est-ce qui t'a fait participer à cette émission avec Théo? Alors déjà, je trouve que le concept est vraiment pas mal, parce que déjà c'est très original, c'est des choses qu'on ne voit pas en général en France, et il y a le côté beaucoup plus psychologique, le fait d'être au contact des autres, d'essayer de faire changer la mentalité de quelqu'un, au contact de la personne, de changer nous aussi. Donc on fait vraiment une introspection, et ça c'est le genre de choses qu'on ne peut pas forcément avoir dans tous les programmes qui existent aujourd'hui en France
au niveau télé-réalité. Et puis ce qu'il faut expliquer, c'est que vous n'êtes pas enfermé dans une maison paradisiaque, Non, etc. non, C'est quand même non, important de dire que quand vous Dommage. échangez vos couples, parce que vous devez faire un choix hein, Oui. au début de l'aventure, Tout à vous fait. devez échanger votre couple avec un autre membre d'un couple opposé et vous êtes C'est 6 ça. couples à participer à l'aventure. On vous voit pendant 3 semaines quand vous êtes séparés dans vos vraies vies. Hein. Oui. Ah oui, non, mais complètement. On vit comme si on vivrait à Marseille, à faire notre train-train d'habitude. Moi, j'ai continué à prendre des cours de danse. Scott allait faire son sport. On allait faire du sport ensemble. Enfin, en fait, la vie, c'est comme une vie de colocataire, en fait. Voilà, je situerais plus comme ça. Tu disais, je t'ai entendu tout à l'heure, que les mois qui ont précédé cette aventure à laquelle tu participes avec Théo, à ce moment-là, que tu te sentais délaissée dans ton couple. C'est vrai. Pourquoi? Alors, ça, je pense que ça a été assez bien montré sur les images. Théo, c'est quelqu'un de très carriériste. Voilà, c'est quelqu'un qui met son travail avant tout, qui a envie de se développer lui-même. Et je pense que c'est une bonne chose parce que les gens ambitieux, c'est des gens intelligents et c'est des gens qui vont loin. Après, il y a eu, on ne peut pas faire deux choses en même temps. C'est soit on se concentre sur une chose, soit on se concentre sur l'autre. Il avait fait le choix les mois précédents de se concentrer exclusivement sur son travail. Et du coup, en fait, il me donnait très très peu, quoi. C'est-à-dire qu'on se voyait, on vivait ensemble, mais à part le soir où on se voyait, il ne se passait rien, quoi. Il y avait très peu de discussions, on avait beaucoup moins de contacts physiques aussi. Plus trop de câlins, plus trop de bisous. On aurait dit qu'on était un peu devenus, en quelque sorte, des potes, mais c'est pas ce que je voulais. Je l'ai subi. Ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble? Ça faisait 1 an et demi. Pourquoi tu le subissais? Parce que je l'aimais et que je me suis dit on va finir par sortir de cette phase où il a besoin de tout contrôler au niveau de son travail et qu'il va finir par se recentrer sur moi. En fait, j'attendais que le moment propice revienne et il n'est pas vraiment revenu en fait. C'est dur de subir, quand on est dans une relation amoureuse, de subir une attente, de subir un manque de présence, un manque de considération? C'est très dur. C'est très dur, surtout quand nous, on essaie de notre côté de tout donner à la personne. Et surtout qu'en fait, on se reproche les choses. On se dit que c'est à cause de nous, on se dit que c'est parce qu'on a mal géré quelque chose, parce qu'il s'est peut-être passé un truc, on est peut-être trop... Moi, je suis jalouse et possessive, donc peut-être que je l'ai trop été, peut-être que c'est à cause de moi. En fait, on retourne toute la situation dans sa tête et ça peut amener à avoir des réflexions qui peuvent te briser, en fait. Alors que parfois, c'est pas de ta faute. Tu pensais que tu étais délaissée à cause de toi? Oui, un petit peu. Un petit peu. Parce que c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais la jalousie, ça peut être maladif parfois et ça peut briser Déjà, ça brise la confiance. Oui. C'est compliqué. Après, je pense pas que ça soit exclusivement de ma faute. La plus grosse partie venait de lui, je pense qu'il en avait pas envie en fait. Mais ça, c'est peut-être quelque chose que tu as réalisé après coup. Oui. Mais sur le moment, on s'en rend pas compte parce qu'on se tient à l'idée qu'on aime la personne. Et on a envie de se raccrocher à ça en fait, comme un espoir, de se dire, quoi qu'il arrive, même si ça va pas, ça finira par aller parce qu'on s'aime. Et on croit que l'amour c'est suffisant alors que parfois ça l'est pas. Ça crée des tensions? Ça en a créé, oui, parce que je lui demandais, en fait, je devais lui quémander de l'amour qu'il aurait dû me donner sans que j'ai à demander. Et en fait, pour lui, c'était pas... Il comprenait pas forcément, il me disait « Oh, ça va, il n'est pas mort d'homme non plus, c'est bon, on se voit le soir, on discute, ça suffit, quoi. » Mais on l'entend d'ailleurs dans les images dire « C'est bon, on se voit 2-3 heures par jour, ça suffit. » Enfin, quelqu'un qui te dit ça, tu as envie de lui dire « Non, mais réveille-toi, quoi. » Ça te blessait? Ah ben, forcément. Parce que j'avais l'impression de ne pas être désirée du tout, en fait. J'avais l'impression d'être avec quelqu'un qui m'avait pris pour acquis et que je sois là ou que je sois pas là, ça lui changeait rien, quoi. T'en parlais avec tes proches, tes amis? J'en ai parlé avec mes proches, bien sûr. Mais en fait, je me suis beaucoup reposée sur eux parce que à terme, j'ai essayé d'en parler avec lui et quand je voyais que ça fonctionnait pas plus que ça, il fallait bien que je me déleste un petit peu de tout ce ressenti-là auprès de mes proches. Et forcément, c'est ce qui a fait aussi qu'eux avaient du mal avec Théo. C'était un peu compliqué la vision qu'ils avaient de lui parce qu'ils me voyaient malheureuse, en fait. Donc, ils le prenaient aussi pour... cause de mon mal-être. C'est toi qui as été contacté par la production d'Ultimatum? Pas du tout. C'est lui? Ah non, mais même pas. C'est un pote à lui en fait. C'est un ami à lui qui avait sa copine, sa conjointe depuis longtemps. En fait, ils ont eu un bébé, tout ça, donc il a dit qu'il n'était pas intéressé par la proposition. Et du coup, il a renvoyé la personne vers Théo qui ensuite m'en a parlé. Comment t'as réagi? En fait, c'est un peu tombé de nulle part. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il me propose ça. Et puis au début, j'ai pas trop pris ça au sérieux. Parce que je me suis dit, bon, c'est de la télé-réalité quand même. On sait pas le genre de programme que ça peut être. Ça peut nous donner une mauvaise étiquette. Donc au début, beaucoup de questions. Et puis après, le fait qu'on en ait parlé, qu'on ait eu un peu plus d'informations dessus, ça m'a donné envie de le faire plus tard. Au fur et à mesure, en fait. T'as compris pourquoi Théo a voulu participer à cette émission alors que c'était pas... votre relation, elle n'était pas au beau fixe. Je comprends à ce moment-là. Je pense qu'il s'est dit à peu près la même chose. Je pense qu'il s'est dit que ça serait l'occasion qu'on se retrouve en fait. Donc ça a peut-être été une démarche positive de sa part. Toi, tu l'as pris comme ça? Oui, j'ai préféré le prendre comme ça. Je ne sais pas si c'était le cas, mais j'ai préféré le prendre comme ça. C'était quoi? C'était une sorte de dernière chance? Un petit peu. J'étais à bout. Et même lui, il l'a dit et il le savait que ça n'aurait pas pu continuer comme ça. Mais ça devait être dur pour toi de tourner dans ces conditions-là? Oui, mais encore une fois, je m'accrochais à l'espoir que ça allait s'arranger. Donc au final, je m'y tenais, quoi.
C'est ça qui m'a fait, je pense, c'est ça qui a fait que j'ai réussi à tenir toute l'aventure aussi. Comment vous étiez rencontrés avec Théo? Alors, c'est un peu improbable. En fait, moi, j'avais un copain à l'époque, et en fait, je me suis rendu compte au bout de 2 mois qu'il me trompait. Parce que sa nana m'a envoyé un message dans la nuit avec son téléphone, elle m'a dit « je crois qu'on sort avec la même personne ». De là, j'ai rencontré cette fille-là, je me suis nouée d'amitié avec elle, donc on a mis un terme à la relation de manière assez brève. En fait, on s'est retrouvés, on a appelé le gars n'a pas assumé, et en fait, on a dit « non, mais on est ensemble en fait, donc arrête de mentir ». Voilà, donc il a fini par assumer, c'est un gros chien de la casse. D'ailleurs, s'il nous regarde, je lui dis pas bonjour. Et au final, en fait, je me suis liée d'amitié avec cette fille-là, qui elle a rencontré Théo un peu après. Et en fait, elle m'a dit, bon, on était plus jeunes, hein. Elle m'a dit, ajoute-le sur Insta, on va voir s'il te parle, etc. Donc moi, j'ai joué le jeu, je l'ai ajouté, il m'a pas parlé. Et en fait, cette relation, ça a duré peut-être 1 semaine, 2 semaines, un peu plus. Ça n'a pas fonctionné. Et en fait, moi, j'ai gardé Théo sur les réseaux. Et quelques mois après, il a mis une story et j'ai eu envie de lui parler. Donc j'ai envoyé un message à ma copine, je lui ai dit, est-ce que ça te dérange? Elle m'a dit non, moi j'ai rencontré quelqu'un, si c'était pas avec moi, ça sera peut-être avec toi, vas-y. Et en fait, on a démarré la discussion comme ça, et voilà. Et tout s'est enchaîné après au fur et à mesure. Au début, la première année, les premiers 1 an et demi, il n'y avait aucun signe de ce que tu reprochais par la suite? Si. Déjà, le contact des filles, c'est très compliqué. Tu avais des red flags? Oui. Déjà, il est très... c'est quelqu'un d'égoïste, et qu'il le sait et qu'il assume. C'est sa vie, c'est ses projets, c'est lui-même avant les autres. Oui, mais là, ça c'est professionnel. Mais dans la vie de tous les jours, dans le social, est-ce que c'était un homme qui aimait plaire? Oui, mais après le problème c'est que je pouvais pas lui en vouloir parce que je suis comme ça aussi. J'aime moi aussi avoir le contact des gens, j'aime bien avoir ce sentiment-là de voir que je plais. Ça c'est quelque chose, c'est inné en fait, c'est quelque chose qu'on a en nous et qu'on peut pas forcément contrôler. Mais c'est vrai que lui, vu qu'il est dans un milieu où il est habitué à rencontrer des femmes, faire des coachings, etc., il avait aussi beaucoup de monde sur les réseaux. Il y a beaucoup de filles qui lui envoyaient des messages. Voilà. Il y avait beaucoup d'envie qui tournait autour de lui et c'est pas forcément facile à gérer. Et tu étais déjà très jalouse depuis le début? Oui, mais moi je suis née jalouse en fait. Okay. Je sais pas, ça s'est développé, ça a été de pire en pire au fur et à mesure. Mais oui, c'est encore plus difficile à gérer quand on sait que la personne avec laquelle on est, elle plaît. Elle plaît beaucoup. Et puis il est très charismatique. Donc même les gens à qui il plaît pas physiquement, elles y voyaient quelque chose en lui, quoi. Mais comment tu t'étais préparée à être séparée pendant 3 semaines avec Théo si tu as autant de jalousie? Très honnêtement, en fait, je pensais pas que j'allais aussi bien gérer les choses. Je me suis dit que ça allait être horrible pour moi, que j'allais lui faire des crises et tout. Mais en fait, arrivé là-bas, j'ai pris conscience la première semaine de ce qu'on était en train de vivre. Et je me suis dit, il faut que je le vive à 100%, pas que pour lui, mais aussi pour moi. Et c'est pour ça que j'ai réussi à mettre ce côté un petit peu possessivité de côté, en fait. Parce qu'on te voit pleurer à l'écran. Oui, je passe ma vie à pleurer, moi. C'est assez représentatif, je suis hyper sensible. Qu'est-ce qui provoque cette tristesse? Est-ce que c'est de la peur à ce moment-là? C'est, on va dire, un mélange d'émotions. C'est le fait d'avoir peur de le perdre, le fait de me poser des questions parce que je me rends compte qu'il y a plein de choses qui vont pas. Est-ce qu'on va réussir à passer au-dessus de tout ça? Est-ce qu'on va en sortir plus fort? Ou est-ce qu'au contraire, on va en sortir séparés? C'est des questionnements qui te prennent à la gorge quand même. Et pourtant, toi, les speed dating, ils se sont super bien passés. Mais oui, parce que moi, je voyais ça. Hein. Mais oui, mais moi, j'aime trop rencontrer des gens. J'adore rencontrer des gens. Je trouve que on perd ce côté humain maintenant dans la société où on est aujourd'hui avec tout ce qui est réseaux sociaux, utiliser les téléphones pour se parler. En fait, moi, j'aime les rencontres directes. J'aime qu'on puisse me faire sortir de ma zone de confort, que je suis obligée d'utiliser ma répartie pour répondre. J'aime bien taquiner les gens, les pousser un petit peu en dehors de leur retranchement pour voir quelle vraie personnalité ils ont. Donc pour moi, ça a été plus un kiff de faire ces speed dating-là. Franchement, c'était super agréable. Comment tu l'as vécu quand je sais que tu es une jeune femme qui n'a pas confiance en elle, le fait que tu fasses quasi l'unanimité auprès de tous les garçons au moment des speed dating? Ça donne un regain de confiance en soi quand même. Ouais. On va pas se mentir, ça fait plaisir. Après, je pense que tout s'est joué sur le fait que j'étais très, très ouverte. Très ouverte, je pense que je les ai aussi détendues dans le fait où je commençais parfois la discussion moi-même, j'enclenchais, j'essayais de rigoler pour détendre un peu l'atmosphère pour des gens qui étaient un peu stressés. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'était tous notre première télé. Donc là, le démarrage, c'est un peu compliqué. Et vu que j'avais un peu plus d'aisance, j'ai essayé de la partager avec eux. Donc je pense que c'est ça qui a fait aussi. Tu t'entends très bien avec Sofiane, pourquoi tu ne l'as pas choisie? Alors, déjà d'une, je ne l'ai pas choisie parce qu'il y a eu cette altercation au démarrage avec Lina qui a créé une animosité entre nous et qui du coup a mis une espèce de mauvais mood autour de tout ça. Ouais, elle a fait une sorte de crise de jalousie parce que son conjoint Sofiane voulait passer les 3 semaines avec toi. En gros, c'est ça. C'est surtout qu'il a été maladroit et qu'il m'a complimenté devant tout le monde. Voilà, il a eu tendance à dire oui, c'est vrai qu'elle est jolie physiquement, etc. Moi, je comprends qu'elle ait pu mal le prendre. C'est normal en tant que femme, t'entends ton mec dire elle est jolie, ça fait chier, quoi, tu vois. Donc ça, je le comprends tout à fait. Après, c'est vrai que la manière qu'elle a eu d'amener les choses, pour moi, je l'ai trouvé un petit peu brut de décoffrage. Comment elle a réagi?
Ben, en fait, le fait rien qu'elle vienne me voir et qu'elle vienne me dire oui, voilà, Sofiane, etc. Comme si déjà de base il y avait un problème alors qu'il n'y en avait pas. Enfin, moi, la première semaine, vraiment, il n'y avait rien. J'étais juste gentille en fait envers les gens. Et on a pris ça peut-être pour une attirance alors que j'étais juste moi en fait. C'était ton premier choix, Sofiane? Honnêtement, j'avais pas de préférence. Enfin, si j'avais des préférences, j'avais Richie, Scott et Sofiane. Après, j'arrivais pas forcément à les mettre dans un ordre particulier. J'attendais d'avoir un peu plus d'informations, de les connaître un peu mieux pour savoir. T'as confié: je regrette la relation que j'ai eue avec Sofiane, même si, je le répète, cela ne venait pas de moi et que j'ai mis des barrières. Si c'était à refaire, je l'aurais moins taquiné, je serais moins rentré dans ce jeu-là. Je manquais d'attention et j'ai eu l'impression qu'il me plaçait à ma juste valeur. Est-ce que tu penses que Sofiane t'apportait l'attention que tu avais perdue avec Théo à ce moment-là? Je pense que j'ai vraiment fait un phénomène de compensation en fait. J'ai essayé de récupérer tout ce que j'avais pas eu au contact de Sofiane, qui lui directement en fait a été là à me dire ben voilà, t'es jolie, t'es quelqu'un de bien, tu mérites d'être avec une personne qui te traite correctement, etc. Et en fait je me suis nourrie un peu de cette énergie-là en fait pour combler le manque que j'avais eu dans les mois précédents. Après, ça excuse en rien mon comportement. Effectivement, au départ, j'ai mis des barrières parce que même moi, je me disais. En fait, c'est Scott et Catherine au début qui m'ont dit, quand on est arrivé dans nos appartements, qui m'ont dit mais ça se voit qu'ils te kiffent. Et moi, j'étais là à leur dire mais non les gars, pas du tout. C'est bon, c'est juste on s'entend bien parce qu'on a des atomes crochus, mais c'est rien de plus quoi. Donc j'étais un peu dans le déni. Et après, au fur et à mesure, effectivement, la relation a un petit peu changé parce qu'on se voyait beaucoup. Il faut dire que la prod a aussi fait en sorte qu'on soit au contact les uns des autres assez fréquemment. Déjà, on vivait l'un au-dessus de l'autre, alors que les autres candidats étaient un peu éparpillés dans tout Paris. Les activités qu'on aurait dû faire seuls, Scott et moi, ben, des fois, ils se rajoutaient. Moi, on me rajoutait avec eux. Ça a beaucoup joué aussi. Mais c'est vrai que ces barrières, elles se sont progressivement un peu estompées. Et c'est vrai que j'ai participé à ce jeu-là et que j'ai été aussi fautive de ce qui s'est passé entre lui et moi. Pourquoi il était attiré par toi? Qu'est-ce qui lui plaisait en toi? Et comment il pouvait être attiré par toi alors qu'au même moment dans l'aventure, il est avec Lina? Honnêtement, je sais pas. J'ai pas envie de parler à sa place. Selon toi? Selon moi, je pense ce qu'il a apprécié, c'est le fait que en tout cas que je donne l'impression que je sois authentique. Et c'est vrai que les musiciens, les gens qui ont une approche vraiment spécifique de l'art et de tout ce qui est tout ça, on aime bien faire ressortir nos émotions. Tu vois, on travaille beaucoup sur notre manière d'être, etc. Et je pense qu'il a senti un petit peu l'énergie. Je pense que c'est une question d'énergie. Elle avait matière à être inquiète, Lina? Non. Dans le sens où moi, je sais très bien que dans le fond, il ne se serait jamais rien passé. Oui, mais tu dis que les autres participants sont venus te voir en te disant voilà, mais ça se voit grave qu'ils te kiffent, oui. Sofiane. Moi, je me mets à la place de Lina. Je me dis, s'il y a des participants qui disent ça, c'est normal que j'ai peur, quoi. Oui, mais moi, je la comprends. Je la comprends. Et c'est en grande partie aussi pourquoi, à la fin, je lui ai présenté mes excuses. Parce qu'en tant que femme, moi, après coup, j'ai réfléchi. Je me suis dit, mais en fait, la nana, déjà, elle a dû souffrir de toute cette expérience parce que c'est vachement lourd. Je le sais, je l'ai vécu. Et en fait, moi, je lui ai rajouté une pression supplémentaire en fait, avec tout ça. Même si c'est pas moi qui l'ai initié. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il l'aimait, Sofiane, Lina, à ce moment-là, au moment du tournage? Oui, je pense. Donc, est-ce que tu penses qu'un être humain peut aimer son partenaire et avoir envie, être stimulé par un autre? Bien sûr. En même temps? Bien sûr, parce que c'est des choses qu'on ne contrôle pas. C'est des choses, on peut très bien avoir des ressentis sans forcément pour autant avoir envie de faire du mal à la personne avec laquelle on est. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une entente, une alchimie entre deux personnes qui n'était pas forcément prévue et qui peut aussi se gérer en fait. Tout est une question, je pense, de perception des choses. Et toi, t'étais attirée par Sofiane? Physiquement? Oui. Non. Physiquement, j'ai eu aucun attrait pour les mecs d'Ultimatum. Moralement, mentalement? Mentalement, oui. Mentalement, oui, ben, en même temps, forcément. Sofiane, ça reste un mec assez cool, on peut parler de tout, on peut parler de rien. Il a ce côté-là voilà, de la musique, et puis ça se voit quand il en parle qu'il est passionné. Moi, j'adore les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Peu importe ce qu'ils font, j'aime les gens qui vivent vraiment toutes les émotions et tout ce qu'ils vivent en fait, dans la vie de tous les jours. Donc j'ai trouvé ça vachement intéressant. J'aimerais te montrer un extrait vidéo d'Ultimatum qui a beaucoup tourné sur TikTok. Je sais ce que c'est. Regarde, tu sais ce que c'est? Je me doute. Ok, regarde. Lève la main, ceux qui pensent que je me serais tapé Sofiane si j'avais pu. Levez la main. Je te lève les deux mains carrément. Par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce qu'on a vu, la vérité, par si rapport on à était tout. célibataire, il n'y a pas de mec, il Mais n'y a pas de putain, meuf. mais là, Mais c'est c'est juste juste bien ça. entendu, Non, mais c'est c'est rien juste ça. passé. Mais c'est pour ça qu'on C'est un on truc te de dit, rien malade, c'est un contre truc toi, de il y a malade. rien. Vous êtes des enfants, vous avez quasiment tous 30 ans. Vous pouvez pas juste considérer que deux personnes s'entendent bien. Et même physiquement, il me plaît pas, je lui ai dit. Physiquement, c'est pas mentir, vous voyez bien, il n'y a aucun rapport. Pourtant, il a bien dit qu'il aurait pu juste et c'est tout. Hein. Moi, il me l'a dit en face. Hein.
Tous, vous êtes là, tous devant, c'est que des grands sourires, c'est que de je te tape dans le dos et quand je peux te mettre des coups, franchement, vous êtes... Même pas je parle. Je vais pas parler parce que je vais être vénère. Comment tu le prends quand Lina, elle dit il a bien dit franchement qu'il pouvait te ken et c'est tout? Pour moi, c'est le comble du foutage de gueule. C'est ses paroles à lui. C'est son mec qui a dit ça et déjà le fait qu'elle ose le dire, moi je trouve que ça craint. Genre. Si mon mec m'avait dit ça, j'aurais jamais eu enfin, je l'aurais jamais dit. Pourquoi ça craint? Bah, ça craint de dire que... Déjà, lui, il est hyper maladroit de lui avoir dit ça, parce que c'est des choses qui se disent pas. Tu peux dire, elle est jolie, c'est vrai qu'elle pourrait me plaire dans certaines circonstances, d'accord. Mais de là à dire, oui, effectivement, on aurait pu coucher ensemble, mais tu dis pas ça déjà. Et puis c'est surtout que en fait, c'est complètement sorti hors contexte, parce qu'effectivement, il y a eu un rapprochement qui s'est matérialisé par beaucoup de taquineries, beaucoup de clashs, on a presque honnête comme ça, mais il n'y a jamais rien eu de physique entre nous. Alors qu'on passe de ça, alors je veux bien accepter qu'on passe de ça, à j'aurais pu coucher avec lui. Il y a un monde en fait. Il y a un fossé, c'est pas possible. Il pourrait juste te ken, ça veut dire quoi? Tu sais que jusqu'à ce que tu me le dises, là, j'avais même pas remarqué qu'il y avait ce juste dans la phrase. Mais moi, c'est ce que j'ai tout de suite entendu. Ça t'a percuté direct? Oui. Bah, je sais pas. Peut-être que ça voulait dire qu'en gros, ça aurait pas marché, que c'était juste physique, et que c'était juste une attirance physique, mais c'était pas le cas. Donc. Une attirance physique, c'est partagé. C'est mon interprétation, oui, attention, et on a le droit d'entendre les choses avec notre perception. Mais je l'entends en mode, t'es juste pour une nuit et pas pour la vie, quoi. Et moi, en fait, je suis ni pour la vie ni pour une nuit, en fait. C'est ça qui me gonfle. C'est qu'en fait, c'est parti de quelque chose. Déjà, le fait que tout le monde se permette de juger quelque chose qu'ils n'ont ni vu, ni entendu. En fait, ils se sont basés sur des bruits de couloir. Parce que concrètement, il y avait qui a vécu avec nous? Scott, Catherine et basta. Et tous les autres, en fait, se sont fait toute une idée de ce qui s'était passé parce qu'ils ont entendu dire que, ils ont cru voir que. Tu n'as rien vu du tout, tu n'étais pas là, déjà pour commencer. Et puis c'est surtout qu'en fait, c'est un retournement de situation parce qu'à la toute base, c'était pas du tout ça qu'on pointait du doigt. On pointait du doigt la tromperie de Scott, qui lui avait vraiment fait quelque chose. Et en fait, ça, on en a parlé pendant 4 minutes. Et puis tout le retour, c'est. Et puis moi, je me suis pris un vent de haine. Et en fait, j'ai pas compris. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi toi? Bah parce que. Alors, déjà. Pourquoi moi? Parce que dans le sens où j'aurais dû, à ce moment-là, effectivement, avouer que j'avais pris part à ce jeu-là, même si c'était resté, comme je le dis encore une fois, c'était resté très soft. Il n'y a pas eu de dépassement de dingue, j'ai pas manqué de respect à Théo, effectivement, j'aurais pas dû me lancer là-dedans. Après, on est quand même dans une émission. En fait, moi, c'est ça qui me tue. Les gens regardent ça parce qu'ils ont envie de voir des couples qui se déchirent, des couples qui sont là, qui se cherchent, qui flirtent. Et en fait, quand ça arrive, ils s'insurgent. Mais, enfin, je suis désolée, au bout d'un moment, tu nous mets avec des personnes dans une même... On sait très bien que ça peut arriver. Nous, il y a eu un début de quelque chose qui n'a mené à rien, qui n'aurait mené à rien parce qu'on s'est mis des barrières. Mais je ne suis pas fautive, je n'ai pas non plus trompé. Scott l'a fait, et pourquoi lui, il s'est pas pris tout ce vent-là de haine de la part des autres candidats? Pourquoi personne ne lui est tombé dessus à lui? Pourquoi moi? Parce que tu es une femme? Je pense que ça joue, ouais, bien sûr. Je pense, ouais. Après, j'ai pas envie de me victimiser en disant, ah ben voilà, je suis une femme, on me prend comme ça. Mais je pense que ça a joué, ouais. Et le fait qu'il n'y ait pas de solidarité féminine, ça m'a aussi beaucoup touchée. Parce que je pensais avoir des alliés, en fait, à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai posé la question. Parce qu'il y a des gens sur les réseaux qui m'ont dit « mais tu peux pas t'en plaindre parce que c'est toi qui as demandé ». Effectivement, moi je cherchais à savoir, en fait, déjà, j'en ai profité pour savoir qui étaient mes alliés. Et en fait, je me suis rendu compte que j'en avais pas à ce moment-là. Et ça a été vachement dur. Parce que j'avais quand même passé 3 semaines avec Scott, j'ai passé énormément de temps avec Catherine. Je les considérais pas comme mes amis parce que je sais faire la différence entre des potes et des amis. Mais ils ont compté quand même pour moi. Et là, le fait que tout le monde se retourne contre moi et qu'eux participent à ça, je me suis dit, bon, ben en fait, je suis seule contre tous, quoi. On revient sur la cérémonie des choix. Pourquoi tu choisis Scott? Alors, je choisis Scott pour la simple et bonne raison que je pensais que ça serait mieux pour mon expérience et pour que j'en tire du profit de me mettre avec lui, dans le sens où il a un rythme de vie qui est quand même semblable à celui de Théo. Ouais, coach sportif. Voilà. Et que c'est en observant en fait sa manière de vivre que j'allais pouvoir voir comment il laisse du temps à sa copine, comment il essaie de gérer ça, comment il essaie de... Parce qu'il a beau être comme il est, Scott. En attendant, Lindsay n'a jamais manqué d'amour quand elle est avec lui. Donc je voulais voir comment c'était possible d'allier les deux, parce que visiblement avec Théo ça fonctionnait pas. Je me suis dit pourquoi avec lui ça fonctionnerait et pas avec Théo. Donc en fait c'était plus, je trouvais ça plus logique de me mettre avec lui. Donc il n'y avait pas une histoire de il me plaît, donc je vais avec lui. Ah non non. Ok. Ah non non. Il te plaisait? Non. Non. Je l'adore hein, mais non. Je lui ai posé la question aussi. Regarde sa réponse et tu pourras réagir. Tu l'as trouvé comment, Romane, physiquement? Physiquement, Romane, c'est une très jolie fille, je te le cache pas. Mais en vrai, c'est pas mon type de fille.
Parce qu'elle a ce côté marseillais un peu fraté, tu sais, et je me laisse pas faire et je suis un peu On voit. en jogging et tu vois, un langage un peu trop, tu sais, cité, comme quand on était petit, tu vois. Et c'est quelque chose que je recherche pas chez une femme. Je suis très bien, Lindsay a un discours parfait, physiquement elle est parfaite, donc c'est vrai qu'elles se ressemblent un peu parce qu'on dit qu'elles sont blondes, voilà, elles font du sport, elles sont joyeuses, mais c'est pas mon type de fille, Roman. Alors, tu as un côté fraté. Un peu, ouais. Un peu. Mais c'est pas ça, mais c'est même pas ça. C'est qu'en fait, à Marseille, on est tellement naturel et authentique qu'en fait, on n'est pas là à se conditionner. En fait, moi, je sais que je suis une femme, mais je vais pas me conditionner que sur ça. Bien C'est-à-dire sûr. que si j'ai envie de me tenir comme ça, par exemple, Oui. ben, je vais le faire. En fait, c'est pas parce que. Et c'est vrai qu'en fait, ça les a choqués parce que ça m'est arrivé la première semaine de les appeler frères ou gros. Je sais que c'est pas très classe, mais je trouve que c'est comme ça qu'on noue des liens en fait. Parce que moi, mes potes, je les appelle comme ça, et c'est des gens à qui je tiens, et c'est que des mots en fait. Et c'est pas parce que j'ai cette partie de personnalité-là qu'à côté de ça, je peux pas être quelqu'un de classe. J'ai de l'élocution, je sais parler correctement, je sais verbaliser les choses. Enfin, je suis pas que ça. J'aimerais, Roman, avoir ta vision de cette fameuse soirée que vous avez passée avec tes amis et avec Scott, D'accord. qui pour le coup, alors qu'il participe à une aventure où il échange son couple, c'est pas avec une personne de l'aventure avec laquelle il se passe quelque chose, mais c'est avec une de tes amies. Mm. Et son nom n'arrête pas de ressortir, elle est même pas dans le programme. Ouais, je sais, Elle s'appelle Laurie, c'est ça. ok? Ils se sont juste embrassés. Il n'y a rien de plus. Il me dit qu'il a bu 17 verres de Cuba Libre, là, je sais pas quoi ce que c'est. Il les a comptés, genre comme C'est un grand cocktail. mytho. Alors, c'est vrai que, on va pas se mentir, pendant la bachata, Sofiane et Scott, ils se sont arrachés la gueule. Clairement, je crois que moi j'ai bu 2 verres, au bout d'un moment, ils leur ont quasiment dit arrêtez quoi. Parce que là c'est bon, on ferme les boutiques, si ça continue, on va finir à Payolle parce que vous nous coûtez trop cher quoi. Mais c'est vrai qu'ils ont quand même beaucoup bu, et en fait la journée était quand même assez longue et riche en émotions. Parce que voilà, en fait, à la base, c'est même pas prévu qu'ils soient là, Sofiane et Catherine. Au final, ils se sont rajoutés. On a eu toute cette journée bachata. Ensuite, c'était pas prévu non plus qu'ils viennent à la maison pour la petite séquence qu'on a vue après. Et en fait, quand on est arrivé en boîte au démarrage, il y avait rien. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup passé du temps avec eux parce que j'en avais besoin. Et ça s'est vraiment passé en fin de soirée. Donc clairement, Scott, il était bien éméché. Un peu trop. Et elle avait beaucoup bu aussi. Donc je pense que l'alcool a effectivement eu sa part de responsabilité. Elle savait, ta copine, qu'il était en couple? Bien sûr. Et toi, t'as fait quoi? T'as dit quoi? Parce que vu que t'as bu que 2 verres, t'avais quand même tout ton esprit. Ben, honnêtement, moi je pars du principe que quand on a des amis, il faut leur dire la vérité, quitte à ce que ça fasse mal. Quand j'ai vu qu'il y avait une attirance du côté de Scott, parce que c'est clairement lui qui a démontré son attirance vis-à-vis d'elle, c'est lui qui allait la chercher à la bachata, qui a voulu danser avec elle, c'est lui qui lui a envoyé des petits pics, des petits machins. Alors attends, on Il va faire essayait une un petite pause et tu vas reprendre. Oui. Je te propose de découvrir ses explications à lui et tu nous dis si ça correspond Allez. à la soirée que t'as vécue. Ok. Parce que toi, t'étais bien plus sobre. Ok. Tu t'en souviens ou pas? En plus, pas tant que ça. Qui est Laurie? C'est pas du tout mon type de femme. Tatouage, très aussi garçon manqué, un peu marseillais. Sinon, qu'il arrête avec c'est pas ça. du tout mon style de femme. C'est quand je dis que c'est quelque chose que j'avais pas prémédité. Je suis désolé, je mets les 2 pieds dans le plat, Scott. Ouais. Mais si tu as du mal à te souvenir de ce baiser, qu'est-ce que tu te dis que tu n'as pas baisé? Ah non. J'ai pas parlé français. Alors, J'ai osé la poser, non. mon Dieu. Il est fou. J'ai il est tellement fou. J'osais tellement pas la poser. Ouais. Tu sais, la question, je me suis dit que j'ai pas fouillé, j'ai perdu mes mots. Ouais, tu vois. ouais, ouais. Mais j'aimais bien le jeu de mots entre le baiser et Mais le... t'avais envie de le mettre mal à l'aise aussi, non? Oui. Ouais. Ça se voit. Il commence à bégayer, là, ça se sent. Alors c'est comme ça que ça s'est passé? Elle lui plaisait pas, il n'avait pas posé son regard sur elle, Non, c'est pas vrai. ça lui est tombé dessus comme Non, ça. c'est pas vrai. Non. En plus, c'est pas vrai parce que là, il se contredit parce que dans les images, il le dit, il dit oh, la Laurie, elle est mignonne quand même, tu vois. Alors après, effectivement, c'est pas son style de femme, ça c'est un fait. Mais si il a joué ce jeu-là dès le départ, ce petit jeu de séduction, c'est qu'il y avait un minimum d'attirance. Tu vas pas faire ça avec quelqu'un qui te plaît pas. Oui. Donc concrètement, il y avait quelque chose. Après oui, c'est sûr, il a pas été là en mode coup de cœur, ouah, magnifique, cœur dans les yeux, emoji, je te love, c'était pas poussé à ce point-là, mais il y a eu une forme d'attirance. Et elle, en fait, elle s'est sentie un petit peu engagée là-dedans, et ça lui a aussi plu, parce qu'elle est célibataire, voilà, elle s'est sentie un petit peu désirée. Mais je pense que c'est surtout le fait que ça arrivait en fin de soirée et qu'il y a eu beaucoup d'alcool que je sais pas si ça se serait passé sans ça, honnêtement. On a parlé de ta relation avec Scott, avec Sofiane. On n'a pas encore parlé de la relation de Théo, donc ton compagnon au moment du tournage, avec Sarah. Comment tu l'as pris
Comment tu l'as vécu, qu'ils partent pendant 3 semaines avec Sarah? Déjà, j'ai été assez rassurée qu'ils partent avec elle. Ouais. Parce que la première semaine, on a quand même eu l'occasion d'apprendre un petit peu tous à se connaître aussi. Et Sarah, c'est une fille qui est très posée, beaucoup plus que moi. Et je pense qu'au final, quand il a dit que c'était la partenaire idéale et que je m'en suis un peu offusquée, j'aurais pas dû. Parce que clairement, en fait, c'était une crise de jalousie complètement stupide. Mais c'est dur quand même d'entendre c'est la partenaire Oui, idéale mais, pour une autre. oui, mais d'un autre côté, il avait raison parce que je pense que c'est la seule personne qui aurait réussi à lui faire sortir de sa zone de confort et progressivement, tout doucement, petit à petit, lui faire un petit peu l'ouvrir, qu'il puisse parler, etc. Je pense que s'il était tombé avec quelqu'un d'autre, il aurait peut-être pas réussi à faire ça. Il s'est senti assez en confiance avec Sarah parce qu'elle a fait en sorte qu'il le soit. Donc je pense que c'est deux personnalités qui ont bien accroché et je pense que je lui dois beaucoup aussi à Sarah. Il était en confiance quand elle lui a épilé les aisselles. Ouais. Après, ça c'est pareil, moi c'est cette histoire d'activité, il y a tout le monde qui m'a dit « Oh, t'en fais des caisses pour une histoire d'aisselle », et c'est pas ça. Déjà d'ailleurs, j'ai vu les images, en vrai ça devait être hyper malaisant. Donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'en fait, ils ont eu que des activités où il fallait qu'ils soient à poil. Oui, parce qu'il était torse nu, c'est ça qui t'a le plus gêné, quoi. Mais tout le temps, mais en fait j'ai l'impression que c'était un peu l'image du dieu grec de la saison. Voilà, il a une belle plastique, donc on la montre au maximum. Vas-y, le surf, les épilations de l'aisselle, les machins. C'est bon, c'est bon quoi. Ça t'a fait nerf. Moi j'allais à la laverie, eux ils se tapaient des massages. Tu vois ce que je veux dire? J'étais curée, genre, dégoûtée. Mais bon, après. T'avais matière à être jalouse pour cette séquence ou pas? Pour l'épilation? En vrai, non. En vrai, non. Sur le moment, quand je l'ai su, ça m'a un peu. Ça m'a plus tiqué parce que je me suis dit, il est encore torse nu. Tu vois? C'est vraiment ce truc-là, en fait. Moi, je me suis battue pour qu'il mette un t-shirt et là, ils lui ont foutu des séquences torse nu sans arrêt. Vous vous étiez posé des règles? Oui. Ça faisait partie de vos règles, oui. Ça? Tu lui avais dit, évite d'être torse nu tout le temps? Visiblement, il n'en a rien à carrer. C'était pas. C'est rentré par l'oreille sur. Oui. Pourtant, lui, il me disait. Il t'avait dit oui? Oui. Non, il me disait, je fais attention, machin. Ouais, pas du tout. Pas du tout. Alors, normalement, vous n'êtes pas censé vous donner de nouvelles pendant non. 3 semaines avec vos partenaires. On est d'accord que vous l'avez fait, vous? Oui. Hein? Oui, mais sans en abuser, par contre. Ok. Sans en abuser. Parce que lors des retrouvailles, c'est Catherine qui dit que c'était pas correct, selon elle, ce que Théo t'aurait fait subir pendant l'aventure, tout au long de l'aventure. Et Scott me disait la même chose. Il t'envoyait apparemment des messages. Il faisait pas mal de crises de jalousie, selon des candidats de l'émission. Il t'aurait pourri l'aventure. Est-ce que toi, tu considères qu'il t'a pourri ton aventure? C'est un peu fort. C'est un peu fort. Effectivement, il n'a pas arrangé les choses, mais je ne peux pas vraiment m'en plaindre parce que moi, ça, je lui ai fait subir pendant 1 an et demi, 2 ans. Quasiment toute la durée de notre relation, je lui ai fait subir ça. Donc, je ne pourrais pas non plus... je ne serais pas honnête si je disais, si je lui remettais toute la faute dessus. Parce qu'en fait, les rôles se sont inversés, vraiment, et je ne m'attendais pas du tout à ça. Moi, j'ai réussi à prendre sur moi et à lui laisser vivre son expérience pour qu'il en profite à 100% et que lui aussi se développe en tant que personne. Et lui, en fait, n'a pas réussi à le faire de son côté. Mais ça se manifestait comment? Quand il t'appelait, il te disait quoi? C'était quoi ces crises de jalousie? Pourquoi? Alors, il t'a certainement pas pourri l'aventure, je le comprends maintenant que j'étais en face de moi, mais ça t'a pas aidé? Non, ça m'a pas aidé, c'est sûr. Mais après, c'est normal parce qu'il y avait aussi toute cette histoire de, par exemple, les soirées que les mecs ont eues entre eux. On voit bien que Scott et Sofiane, ils le piquent. Ils sont là à lui dire oui mais machin, je sais plus exactement ce qu'ils ont dit, mais ils ont envie de le piquer. Et en fait, moi, en ayant regardé les images, ça m'a dérangé. Parce que c'est pour ça aussi qu'après, il pétait des câbles, forcément, en fait. Tu le piques, au bout d'un moment, en fait, lui... Voilà. En fait, il explosait pas devant eux, parce que je pense que ça serait parti loin s'il l'avait fait. Mais en fait, du coup, il déchargeait toutes ces émotions qu'il avait gardées dans la journée, il me les déchargeait dessus à moi, en fait. Et il y avait aussi l'histoire de Sofiane, etc., qu'on vienne lui dire A, B, sauf que moi, je lui ai dit C. Enfin, tu vois, c'était beaucoup trop d'informations, en fait. Et c'est pour ça que la seule manière qu'il a eue, c'était de les donner en criant, quoi. J'aimerais te montrer un autre extrait vidéo de Scott, parce que c'était ton partenaire, oui. Donc il était là pour toi, il était là pour t'épauler. Je te laisse regarder et réagir. Très sincèrement, ça me fait de la peine parce que je sais que Roman était très attaché à Théo. Franchement, elle était bleue de lui. Ça, je peux te le jurer devant Dieu. Mais il y en avait un qui était plus amoureux que l'autre? Roman était 1000 fois plus amoureux que Théo. Théo était très, très indépendant, très, très égoïste, très je pense à moi, à ma carrière, très carriériste. Quelque chose qui est très bien, attention, hein, mais peut-être trop parce qu'il délaissait une femme comme Roman. Et au final, à l'heure d'aujourd'hui, je suis presque content qu'ils soient plus ensemble parce que je sais que Roman est sorti d'une situation qui n'était juste pas faite pour elle. En fait, Théo doit être avec quelqu'un d'autre et Roman doit être avec quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça, quelqu'un qui va prendre soin d'elle, quelqu'un qui va faire attention à elle et qui saura la mettre sur un piédestal. C'est ça aussi l'amour, rencontrer quelqu'un, partager des mois ou des années avec cette personne
l'aimer plus que tout au monde, mais ne pas être fait l'un pour l'autre. C'est terrible déjà. J'en ai les larmes qui me viennent aux yeux rien qu'en le disant, moi. Non, mais ouais, ça fait partie du jeu. On le sait, c'est soit ça fonctionne pas. Après, c'est vrai que quand tu vis une relation qui te fait vibrer et qui te marque, comme on t'a jamais marqué, c'est vrai que passer à autre chose après, c'est très compliqué. Parce que tu fais des comparaisons, tu as du mal à te sortir de ça, puis les sentiments, une fois qu'ils sont nés, qu'ils se sont ancrés, c'est très compliqué de les faire partir. Et c'est pas parce qu'on se sépare qu'on s'aime plus. Et c'est ça en fait le pire. Je crois qu'il n'y a rien de pire que se séparer de quelqu'un qu'on aime. Vraiment, c'est... Ça a été dur pour toi, la fin de cette aventure? Oui. Pourquoi? Parce que déjà, j'étais seule. Il t'a quitté? Enfin, on s'est quitté, oui, on s'est quitté de manière... on voulait plus ou moins tous les deux. C'est surtout moi qui ai enclenché le truc. Mais il était d'accord. combien de temps après la fin du tournage? 3 semaines, même pas. Ok. C'est-à-dire vous êtes retourné dans votre vie, entre guillemets, classique pendant 3 semaines? Et ça se passait comment? Pas bien, parce que lui, il essayait de faire des efforts quand même, je le voyais. On a pu discuter, etc. Donc on avait une méthode de communication qui était vraiment vachement meilleure que ce qu'on avait eu auparavant. Il y a eu beaucoup d'améliorations, mais c'était pas suffisant parce qu'il y avait encore beaucoup trop de choses qui n'avaient pas été dites. Il y avait J'ai appris aussi des choses qui m'ont fait du mal et qui T'as ont fait appris que... quoi? Je sais pas si j'ai envie d'en parler parce que je pense que tu sais que quand on aime les gens, on a envie de les protéger. Et j'ai pas envie de les mettre dans une situation où ils pourraient passer pour une mauvaise personne. Mais en gros, j'ai appris certaines choses dont je me doutais avant, qu'il n'a jamais voulu accepter, qu'il a accepté plus tard, qu'il m'a avoué plus tard en fait. Une fois qu'on avait terminé le tournage. Ok, ça veut dire qu'avant tu lui disais, il niait, et après tu lui as redit et il t'a dit la c'est vrai. vérité. Ok. Donc du coup, ça a participé. Ouais, ça a été très très dur. Parce que quand tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on te dit mais non, on va te faire soigner, t'es folle, pas du tout. Et qu'en fait, il te dit en fait c'était vrai. Tu te dis ok, je suis pas folle en fait, tu vois. Ouais. Et ça a fait beaucoup de... Et puis ça, c'était à peu près au même moment où ça allait pas entre nous. Donc en fait, ça a dû te faire du mal, mais ça a dû aussi te faire du bien parce que tu avais des questions en suspension. C'est vrai. Et là, ça t'a permis de mettre un point, quoi. C'est vrai. Mais bon, le problème, c'est que ça n'a pas aidé à avoir confiance en lui. Au contraire. Et au bout de 3 semaines, qu'est-ce que vous vous dites? Comment vous parlez? En fait, il y a eu une grosse dispute parce que moi, j'étais en train de finir de rédiger mon mémoire. Donc, je travaillais de nuit et tout parce qu'il me restait genre 2 jours et j'avais pris du retard à cause du tournage. Donc, je travaillais jour et nuit. Et en fait, il est parti à la base, il devait juste partir manger avec son équipe du travail. Et ça s'est fini qu'en fait, il est rentré à 4h du matin, complètement bourré, arraché, à la maison. Il bosse dans quoi? Il est coach sportif. Ah oui, c'est moi qui l'ai dit tout à l'heure. Il bosse dans une salle. Et en fait, il est rentré à 4h du matin complètement arraché. Et il s'en est suivi une prise de tête. Il était persuadé que j'avais pris son téléphone alors que je ne l'avais pas du tout pris. Enfin, c'est parti un peu dans les tours. Et en fait, après, le lendemain, moi, je devais aller en soirée avec mes copines et tout. Et on a continué à se prendre la tête. Et en fait, je me suis dit, j'arrive plus. Je peux plus. En fait, j'ai trop souffert, j'ai trop encaissé. T'encaisses, au bout d'un moment, tu peux plus, genre, c'est plus possible. Et tous les deux, vous vous êtes dit, stop, il faut qu'on arrête? C'est moi qui lui ai dit, en fait, lui m'avait dit, avant que je parte à ma soirée, il m'avait dit, quand tu rentres, tu fais tes affaires et tu rentres chez toi. Sauf que je l'ai pris au mot cette fois-ci, je suis rentrée, j'ai fait toutes mes affaires. Et j'ai attendu qu'il rentre du travail et je lui ai dit, je m'en vais. Il a réagi comment? Il a pleuré. Il s'y attendait pas? Je pense qu'il le savait au fond. Il le savait que j'en pouvais plus, j'y arrivais plus. Mais je pense pas qu'il aurait cru que j'allais le faire, en fait. Après, ça a été très dur aussi par rapport à sa famille, parce que moi, sa famille, ça a été ma deuxième famille pendant 2 ans. Ouais. C'était très, très compliqué de les perdre. J'ai pleuré. Mais moi, je vis le truc avec toi, je sais pas si tu le vois là, je retiens aussi mes larmes, c'est ridicule, pardon. Je suis désolé, je sais pas pourquoi, ça me fait toujours de la peine les situations comme ça, parce qu'on l'a tous vécu. On l'a tous vécu à un moment donné dans nos vies, et on se rappelle tous à quel point ça fait souffrir. Ça fait mal. À quel point ça fait mal. Voilà. T'en souffres encore? J'avais dit qu'on pleurait pas, là. J'ai déjà rempli 4 baignoires avec Ultimatum, je vais t'en remplir une 5e, là, c'est bon. Là, ça fait un petit moment maintenant que c'est terminé. Oui. Hein? Oui. Plusieurs mois. Oui. Voilà. Ça fait bien... Attends, c'était en juin, je crois. Tu l'aimes encore? Non. Non, mais il y a des restes. Ok, c'est normal. Qui partiront jamais, je pense. Jamais? Pourquoi jamais?
sais pas. Je sais pas. M'a marqué au fer vif. Je te jure. Trop dur. Après, tant je dis ça, mais oh là là, ça me saoule. On prend le temps qu'il faut, t'inquiète. T'as eu du mal à te remettre dans ta vie personnelle, tes objectifs, tes Un peu. études Un peu. En fait, j'ai pas perdu que lui. En fait, j'ai perdu une relation et puis j'ai perdu un foyer aussi parce que du coup, on avait habité ensemble. Il a fallu que je retourne habiter chez ma mère et j'ai perdu sa famille. Donc c'est un deuil global en fait. Des gens C'est que ça. t'aimais, des gens que tu portais C'est dans ça. ton cœur. Grave. Ça fait toujours très mal. Ouais. T'es plus du tout en contact, t'as tout coupé? Non, je suis en contact avec sa mère. D'accord. Toujours, un petit peu. Qui en a beaucoup souffert. Elle a pleuré aussi. Bah quand je oui, suis elle devait partie. beaucoup t'apprécier. Mais j'étais comme sa fille. Donc, Oui. c'est trop dur de dire ça. Ça vous empêche pas d'avoir une relation. C'est plus pareil. Ouais. Ah, mais bon. C'est le genre de femme que j'aurais voulu garder dans ma vie, quoi. Et c'est incompatible. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que sinon ça entretient toujours un lien. Oui. Et puis même vis-à-vis de lui, elle peut pas non plus se permettre de garder ça avec moi, ce contact avec moi pendant 100 ans, quoi. Oui, pas... c'est vrai que c'est un peu S'il délicat. rencontre quelqu'un, enfin, il a rencontré quelqu'un, c'est... Ah. j'ai plus ma place. Rapidement? Pardon? Rapidement, il a rencontré quelqu'un? Ouais. Après votre séparation? Mm. Combien de temps après? Moins de 2 mois? Ça t'a fait quoi? Mal. Oui. Mal. Tu l'as appris comment? Comme une trahison un peu, parce que c'était le premier à me dire quand on va se séparer, de toute façon je sais très bien que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre tout de suite après, etc. Et en fait, on n'a pas du tout, ça a été le schéma inverse. Moi, il m'a fallu 6 mois pour m'en remettre et encore j'ai eu du mal. Et lui, en fait, il a continué sa vie comme si j'avais jamais existé. J'ai l'impression qu'en fait, il a tout effacé. Je sais pas comment c'est possible de faire ça quand t'as aimé quelqu'un. Je sais pas. Tu remets tout en question après, du coup, tu vois. T'avais coupé les ponts, toi, de ton côté? Ouais. Donc il n'y avait même plus de dialogue possible. Non, on a essayé de se reparler un petit peu après. Enfin, moi, j'ai essayé de reprendre contact avec lui parce que j'arrivais, il me manquait, atrocement. Mais il était pas réceptif. Et il m'envoyait chier, plus ou moins. Donc, en fait, je me suis dit, tu mérites pas ça. T'as assez souffert, c'est bon, maintenant lâche l'affaire, tu vois. Et là, depuis, toujours plus de nouvelles? Non. Même avec la diffusion? Ah non, non. Et voir les images, ça a dû être terrible. Pour lui? Pour toi, et pour toi? Ah ouais, moi j'ai pris tarif, ouais. J'ai pris tarif. Mais bon, après, je m'y attendais. Hein. C'est le jeu. Je savais très bien que ça allait me faire de la peine. Tu es obligé de revivre ça, c'est compliqué. Mais après, lui, je sais pas comment il l'a vécu. Je lui ai pas demandé et j'ai pas envie de savoir. Mais c'est obligé, de toute façon. Est-ce que c'est pour ça que je t'ai entendu dire que tu avais appelé plusieurs fois la psychologue Oui. quand ça allait pas? Exact. Tu dis notamment lors des jours off. Et comme je suis très sensible, j'ai trouvé difficile de supporter les caméras, les jugements, l'hypocrisie dans ce monde-là. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, disons que c'est fou parce qu'on on a l'air beaucoup entouré en fait pendant l'expérience, mais il y a des moments où on est seul et c'est hyper compliqué à gérer parce qu'en fait même prendre ses marques à Paris, parce que nous on n'est pas de la région parisienne, donc moi j'avais pas mes amis sur place, je connaissais pas forcément le quartier dans lequel j'étais, j'ai eu beaucoup de mal en fait à m'habituer à avoir un train de vie normal sur les jours off, alors que tous les autres faisaient leur vie, c'est-à-dire qu'ils se voyaient même entre eux, entre copines ou quoi, pour aller, je sais pas moi, chez le coiffeur ou se faire les ongles et tout. En fait moi j'étais tout le temps seule. Et j'arrivais pas même à aller prendre des cours de danse, j'étais même pas motivée pour le faire en fait. Donc c'est vrai que le fait d'avoir eu une psy qu'on pouvait appeler fréquemment, ça m'a beaucoup aidé à comprendre que je mettais peut-être plus de temps que les autres, mais que c'était normal, qu'il n'y avait pas mort d'homme non plus et que j'allais m'en sortir, quoi. Mais ça a vraiment, heureusement qu'elle était là, franchement. J'ai pu me reposer un peu sur elle aussi. Je vais passer à un sujet qui a strictement rien à voir, mais que Mhm. j'ai envie d'aborder Mhm. avec toi. Et puis j'ai pas envie de continuer à te faire pleurer, donc je me Non, dis... c'est bon, c'est passé là. C'est vrai? Ouais. Ok. Parce que je suis tombé sur une de tes confidences. Non, attends, je sais plus où j'ai vu ça. Mais il me semble que j'ai vu que tu souffrais de TCA, Exact. de troubles du comportement alimentaire. Exact, ouais. Alors, déjà, ça, c'est une maladie que j'ai encore, Ok. que je traîne depuis que je suis gamine, en fait. C'est quoi? Alors, en gros, pour expliquer de manière sobre, les troubles du comportement alimentaire, ça peut se matérialiser de plusieurs façons différentes. Donc, le plus connu, je pense que c'est l'anorexie. Donc, les personnes qui ne se nourrissent pas en quantité suffisante. Il y a la boulimie aussi, des gens qui mangent des grandes Oui. quantités qui se font vomir ensuite. Et moi, ce qui me concerne plus, ça s'appelle des crises d'hyperphagie. Donc, en fait, c'est un laps de temps assez court dans lequel tu vas ingurgiter une quantité souvent assez astronomique de nourriture, en fait. Il n'y a pas de réflexe vomitif après, donc tu Ok. ne te fais pas vomir. Tu conserves justement tout ce que tu as mangé, mais du coup, s'ensuit après un gros sentiment de culpabilité, tu te sens mal, tu vois, et en fait, c'est un cercle vicieux. Dès que tu es mal, tu fais ça, et tu te sens encore plus mal, et en fait, c'est très très compliqué de sortir de cette boucle.
Et il faut savoir que c'est une maladie c'est une maladie, d'accord, c'est reconnu par l'OMS comme étant une maladie. Et ça se traite. Les gens qui en sont atteints doivent savoir que ça existe, que s'ils en sont atteints, il faut peut-être qu'ils se fassent aider aussi. Et qu'on peut s'en sortir, mais c'est un travail de longue haleine, c'est très très long. Et ça crée aussi beaucoup de différences dans la manière de se voir. C'est-à-dire que tu ne te vois pas forcément comme tu es. Tu as des grosses crises existentielles, tu as l'impression de... Tu n'es jamais assez bien. Tu es trop gros, tu es trop maigre, mais quand tu maigris, tu te sens toujours pas bien. Alors tu reprends un peu de poids, mais avec un peu plus de poids, tu te sens pas bien non plus. Et en fait, tu n'arrives pas à retrouver l'équilibre dans lequel tu es à l'aise avec ton corps et à l'aise avec toi-même, en fait. Ouais. Et c'est vrai que ça crée énormément de questionnements. Et psychologiquement, ça arrive aussi parfois qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à tenir tout ça et qui tombent dans des graves dépressions à cause de ça. Et là, tu te trouves comment? Tu te Ça sens va, comment? ça va, ça va. Ça va mieux, j'en fais encore. Ok. J'en fais encore assez fréquemment, mais ça se gère au fur et à mesure. Après, voilà, moi j'ai des années d'expérience plus ou moins dans ce domaine-là depuis que je suis petite, vu que ça s'est déclenché quand j'avais à peu près 7 ans. Donc ça a commencé très très jeune. En fait, je l'ai apprivoisé, cette maladie. Voilà. Ok. Je vis avec, mais je l'apprivoise un peu comme je peux. Et je m'en veux un peu moins quand j'ai des crises qui arrivent, parce que je me dis, bon bah écoute, ça arrive, c'est pas grave, ça ira mieux demain. Et puis si demain j'en refais une, bah, c'est pas grave, il faut Ouais. juste Donc passer tu au-dessus. essaies de supprimer cette culpabilité. Exact, ouais. C'est C'est très vraiment ça qui néfaste tue. dans ce type C'est de ça qui trouble. tue. C'est ça qui tue. Oui. Tout à l'heure, je te posais la question par rapport aux Marseillais de W9, Oui. parce que tu viens de Marseille, tu nous as donné ton avis, mais j'ai oublié de te faire réagir à une de tes déclarations. Je ne peux pas te recevoir en interview sans te poser cette question-là. Tu as dit « Non, je n'ai pas spécialement confiance en moi », on parle aussi de la confiance en soi, mais j'estime que j'ai fait des études, je suis quelqu'un de lettré et je ne me verrai pas me prendre la tête avec Maëva Guénam, par exemple. J'en étais sûre que tu allais me ressortir ça. Évidemment. Mais le pire, c'est qu'après, j'ai argumenté. Parce que là, on a l'impression que je juge Maëva alors que pas du tout. Déjà, je la connais pas, je suis personne pour la juger. Parce que là, on dirait que je pars du principe qu'elle est limitée, alors que c'est pas du tout le cas. Déjà, je pars du principe que si la personne a réussi à se développer et à acquérir autant de notoriété, etc., c'est qu'il y a de la jugeote derrière. Si tu n'as pas d'ambition, si tu ne sais pas gérer un minimum ton image, etc., tu n'arriveras pas à aller aussi loin. Donc c'est très honorable de sa part. Après, c'est vrai que je donne cet exemple-là parce que c'est plus au niveau des prises de tête que je vois ça. C'est-à-dire que Maëva, c'est une de celles qui se dispute le plus. Et c'est vrai qu'en fait, quand elle se prend la tête avec quelqu'un, la conversation, c'est un dialogue de sourds. Voilà. Ils se crient dessus, ça n'a aucun sens, ça n'a ni queue ni tête, ça prend des proportions incroyables pour rien. Et c'est vraiment ce côté-là, moi je sais que je pourrais pas. Moi, avoir une conversation avec quelqu'un qui ne m'écoute pas, c'est bon quoi, ça sert à rien en fait. Et t'as confié, je ne sais pas si les productions sont aussi bienveillantes dans les autres programmes, mais je me verrais bien participer aux apprentis aventuriers car j'adore le sport, mais aussi les énigmes, la compétition, j'aime me challenger, mais je préférerais que l'on me contacte pour des projets au cinéma. J'ai fait du théâtre petite et toutes les émotions se voient sur mon visage, c'est vrai. Je me verrais bien incarner un personnage. C'est vrai. Ouais. Tu préférerais incarner un personnage de télé-réalité ou un personnage cinématographique? Très honnêtement, je pense pas qu'on puisse incarner un personnage de télé-réalité quand on est authentique. C'est soit tu incarnes ton propre personnage, soit tu te mets dans le cinéma et là tu incarnes un personnage qui ne t'est pas propre et qui du coup peut te faire changer de décor et d'univers. Mais je trouve que ça serait plus intéressant, mais de toute façon tout le monde doit penser ça. C'est quand même beaucoup plus beau d'avoir une place dans le cinéma que dans la télé-réalité. Enfin, le cinéma c'est un art qui existe depuis des centaines d'années. Puis ça porte les gens, c'est dans des salles de cinéma, puis tu racontes des histoires, il se passe quelque chose, tu fais vibrer les gens, tu vois. Donc participer à un court-métrage ou même à un long-métrage, tu ressens quelque chose, tu vois. Ça doit beaucoup apporter en tant que personne, je pense. Merci Romane. Mais de rien. On peut te retrouver sur Instagram. Tout à fait. Ton compte c'est Romane-Ultimatum FR. Franchement, tu m'as fait passer par tout un tas d'émotions. C'est vrai. J'ai adoré te découvrir. plaisir, De moi toute aussi. façon, moi j'adore vous recevoir, les candidats d'Ultimatum et des nouvelles émissions de divertissement et télé-réalité, parce que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps. Et moi, je me souviens de mes débuts, mes 2-3 premières années, quand j'ai commencé en tant qu'intervieweur sur YouTube dans ce microcosme-là, dans ce milieu-là. Ce que j'adorais, c'est qu'il y avait tout le temps des nouveaux programmes et que je découvrais tout le temps des nouvelles personnalités. Et c'était ça, moi, mon pétrole, tu vois. C'est ça qui me fait vibrer, c'est ça que j'aime. Et je kiffe, je prends un plaisir incroyable, tu vois, à être face à toi, à te découvrir, à découvrir ton aventure, comment tu l'as vécu. Je trouve que c'est une bouffée d'air frais. Et j'adore l'émission, je le redis, je le répète. Regardez-la. Non mais tu sais pourquoi? Non mais très sincèrement, vraiment. Tu sais pourquoi? Parce que vous êtes comme tout le monde. Et ça, je pense que tous ceux qui ont regardé Ultimatum, tous ceux qui regardent Ultimatum, ils ne peuvent pas ne pas être d'accord avec moi. Vous ressemblez à monsieur et madame tout le monde. Voilà.
Et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est ce qui fait la beauté du programme. Ah mais vraiment, ça fait tellement du bien. Crois-moi, ça fait 8 ans que je suis là-dedans. Romane, merci infiniment. Avec plaisir, merci Le à mot toi. de la fin, je te l'offre. Regarde ta cam, elle est juste là. Soyez heureux, soyez vous, et puis voilà, acceptez-vous comme vous êtes. Plein de bisous.